Bon, merci d'être venu soutenir ce projet qui, voilà, 3e édition des multi-conférences donc au sein de la Maison des Assos. Voilà, donc ce soir, on va accueillir 3 personnes, voilà, qui vont vous apprendre plein de choses. 3 domaines différents, c'est toujours l'idée, hein, on essaye de varier pour justement trouver le point commun de toutes ces pratiques. C'est-à-dire que c'est des outils, hein, on est tous pratiquants dans différents domaines. Et tout ça, c'est des outils. Donc, on va vous montrer ce soir 3 outils différents. Donc, je vais appeler à la barre Magali Humberclub. Donc, Magali qui va nous parler de naturopathie, parce que voilà, elle tient le magasin Le Coin aux Herbes à la Teste, voilà, qui est une herboristerie, un super joli petit écrin, un très joli magasin. Donc, tu vas nous parler de ton travail, tu vas nous parler de tout ça. Et puis, on va accueillir Thierry Puissant. Qui, lui, va nous parler de constellation familiale. Alors, voilà, il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas. Vous allez découvrir cet outil incroyable qui a vraiment... c'est magique, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Vous allez comprendre... grâce à son intervention ce soir, un petit peu comment ça fonctionne et avoir une approche de cette pratique qui n'est pas encore complètement connue, qui a besoin encore d'être encore plus mise en lumière parce que c'est un super outil. Voilà, donc Thierry. Et puis je vais appeler Guillaume Martin. Voilà. Notre ostéopathe favori, voilà, Guillaume. Donc ostéopathe, kinésiologue, pantanalogie, il va nous parler de tout ça. Donc voilà, on est parti dans l'univers des hommes zen, représenté par ces 3 personnes ce soir. Et puis on va essayer de vous éclairer, de vous donner des éclairages sur ces pratiques-là. Alors, ils vont se présenter rapidement. Donc on va commencer par Magali, qui va faire une petite présentation de qui elle est, d'où elle vient, ce qu'elle fait. Et puis on t'écoute. Donc, Magali Humberclub, donc je tiens l'herboristerie Le Coin aux Herbes, donc située à la Teste, rue du Port, voilà, 19 rue du Port. Et donc, donc c'est un magasin où il y a j'ai une centaine de plantes, je prépare différentes tisanes. Je vends des thés aussi également, des compléments alimentaires, de la gémothérapie, des huiles essentielles. Et également, j'ai un petit cabinet de massage aussi, Twina, de réflexologie plantaire. Et je fais de la naturopathie aussi également. Voilà, diplômée en naturopathie. Voilà, tout à fait. Ouais, depuis peu, c'est bien, bravo, félicitations, super. Donc Magali, voilà, sur la Teste. On va passer à Thierry. Donc Thierry, qu'est-ce que tu fais de beau? Raconte-nous. Bonsoir à tous, donc moi c'est Thierry Puissant, je pratique les constellations familiales selon Idriss Lahore. Donc c'est une formation que j'ai faite en Alsace. Je vous parlerai après un peu plus précisément des différentes formes de constellations. Je les pratique sur le Dèche depuis maintenant 1 an, et je pratique de façon individuelle ou sous forme d'atelier. Voilà, je vous expliquerai après par la suite ce que sont les constellations familiales. Merci Thierry. Donc voilà, Thierry Autèche, donc les pratiques des constellations familiales. Et puis nous avons Guillaume qui est de l'autre côté, là, chez les autres, là, côté du bassin. Guillaume Martin, moi je suis installé sur l'Ège, je pratique l'ostéopathie, la kinésiologie, l'énergétique, les fleurs de bac, la pantanalogie, diverses techniques que j'utilise dans mes soins, dans tous mes soins. Donc j'ai une approche assez holistique. D'accord, donc voilà, Guillaume, comment il disait durant l'interview? À l'Ège À l'Ègebourg. À l'Ègebourg. Ah ouais, à l'Ègebourg. Je suis pas au Cap Ferré, je suis à l'Ègebourg. À l'Ègebourg. Au début de l'Ège. Donc voilà, donc Guillaume, Magali et Thierry ce soir. Donc alors on va en 2-3 mots, je dirais découvrir vos univers. Alors en 2-3 mots comme ça. Tu vas nous parler de quoi ce soir, Thierry? Alors, simplement, je vais vous parler de constellation familiale, de phonie systémique, d'intrication, de champ morphique et de neurones miroirs. Magali, toi, tu vas nous parler de quoi? Donc j'ai le thyrocore, de Ribes Nichrome, de Taraxacum, différentes choses. D'accord. Et toi, Guillaume, tu vas nous parler de quoi? Moi je vais vous parler de biomécanique comportementale, de pantanalogie et de cosmogologie. Voilà.
Donc vous voyez, ça va être très clair. Ce soir, on va vraiment vous aider. On rend très accessible les médecines alternatives. L'idée, c'est vraiment que les propos soient simples, à la portée de tout le monde. Et ce soir, on va faire un très gros effort. C'est-à-dire qu'on va décider de parler de ces choses-là, voilà, tous ces mots que je n'ai pas retenus, je m'en rappelle plus, mais qui sont des mots intéressants. Je vous assure, il y a vraiment quelque chose à prendre, à capter là-dedans. Non, on va simplifier, on va vous parler de choses beaucoup plus accessibles, c'est pas l'idée. Donc, ben voilà, c'est parti. On va commencer par la naturopathie, peut-être avec Mag. Donc, parle-moi de Mag, ton magasin. Ça t'est venu comment? C'est quoi cette idée de monter une herboristerie à un moment donné de ta vie, comme ça, de dire, ben moi, j'ai envie de préparer des potions. Voilà, je vais être sorcière dans une autre vie, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, quoi? Pourquoi? C'est vrai que j'ai travaillé pendant 11 années en pharmacie, donc j'ai toujours été passionnée par la médecine naturelle depuis l'enfance, depuis toute petite. Ah oui, alors tu étais en pharmacie, c'est-à-dire que tu étais vraiment dans le milieu médical, là pour le coup, tu n'étais pas du tout dans cette orientation-là. Non, à la base. T'avais un petit peu tendance à la pharmacie déjà Oui, moi j'étais responsable de tout le rayon de médecine naturelle, donc j'ai toujours tendance à conseiller les personnes de manière naturelle. Systématiquement, quand j'avais des ordonnances, des prescriptions, toujours déviées sur les médecines naturelles, les huiles essentielles, etc. Puis les gens étaient en demande aussi. Donc, ouais, donc tu avais déjà cette tendance à essayer de trouver des produits plutôt. Depuis le début. Voilà, puis c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu envie de lâcher complètement et m'orienter vraiment que vers ma passion qui sont les médecines naturelles. Et j'ai eu la chance de trouver cette herboristerie. Que je connais, rue du Port, depuis 30 ans, moi je passais devant, c'est vrai qu'elle était très sombre, très triste, et là t'as donné une espèce de coup de baguette magique là-dedans, c'est waouh, là c'est très beau, c'est beaucoup de goût, hein, vraiment. Et alors, qu'est-ce que tu pourrais dire de ton analyse de la pharmacie? Parce que ça remonte pas à 6 mois, ça fait combien de temps que tu as ouvert un magasin? Ça fait 16 mois. 16 mois. Donc tu étais encore en pharmacie avant. Qu'est-ce que tu pourrais dire en analyse de la pharmacie aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe au niveau des pharmacies? C'est vrai qu'il y a manqué, c'est vrai comme à l'époque de temps, c'est vrai que les clients c'est un petit peu la chaîne, avec les ordonnances, c'est vrai qu'on arrive en bout de chaîne sur la délivrance et dans ce contexte-là, c'est vrai que je prends davantage de temps de vraiment bien conseiller, aller jusqu'au bout, de chercher vraiment les causes, prendre le corps dans l'ensemble et non pas simplement délivrer des boîtes de médicaments simplement. Et tu es resté combien de temps à la pharmacie? En pharmacie, je dirais 11 ans. 11 ans. Et en 11 ans, tu as noté qu'il y avait une évolution des pathologies, j'imagine, et puis en plus des ordonnances, pour le coup, qu'il y avait de plus en plus de médicaments. Tu as noté une différence, quelque chose, une évolution? C'est vrai que les médicaments, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de surprescription notamment, et beaucoup trop de surdosage de médicaments. Il y en avait moins avant? C'est-à-dire que les ordonnances étaient plus petites, il y avait moins de médicaments? Non, pas forcément. Après, c'est vrai que ce sont au fil des ans les médecines naturelles qui se sont vraiment développées. La parapharmacie, les cosmétiques, voilà, je pense qu'il y a une prise de conscience à un moment donné des personnes de revenir un petit peu vers le naturel. Au moins se surcharger de c'est bien parce que tu participes à cette évolution actuelle de justement de prendre des médicaments quand c'est vraiment nécessaire, parce qu'on sait qu'on peut se passer de beaucoup de choses aujourd'hui avec des médecines naturelles. Un rhume, on sait que c'est 7 jours, 7 jours sans médicaments, 7 jours avec, quoi. C'est ce qu'on dit, hein. C'est vraiment voilà. Là, c'est bien, bravo, c'est chouette. Bon, on va sauter sur enfin on va pas sauter sur Thierry parce que pas tout de suite. Non, on va pas sauter sur Thierry. Alors, on va sauter sur ton activité, pour le coup. Donc, les constellations familiales. Alors là, c'est un terme... vous en avez peut-être déjà entendu parler, hein, parce que on en parle un petit peu, ça commence. Hein. Mais alors, c'est quoi? Vas-y, dis-nous. Pas les termes de tout à l'heure. Hein. Pour le coup, ça vous fait penser à quoi, constellation? Famille d'âme. Oui. Alors, le mot, souvent on utilise constellation plutôt pour les étoiles, mais si on doit le retranscrire pour les constellations familiales, c'est-à-dire que les étoiles sont toutes à une bonne place, à une juste place. Les constellations familiales, c'est de retrouver sa juste place dans les différents systèmes dans lesquels on fait partie. Donc, le but du jeu des constellations familiales, c'est de voir où est-ce qu'il y a eu un dysfonctionnement dans le système familial. Le système familial, c'est le système famille d'origine, mais ça peut remonter plus loin, ça peut être du transgénérationnel, et un dysfonctionnement qu'il y a eu dans
système familial, ça peut se répercuter dans cette vie-ci. Comment est-ce que dans cette vie-ci, on peut porter des choses qui ne nous appartiennent pas et qui appartiennent au dysfonctionnement de notre système familial. Donc le but du jeu, en fait, c'est de trouver en fait ces perturbations qu'il y a eu dans le système. En fait, ces perturbations... Les révéler. Les révéler, exactement. C'est un peu comme des mouvements invisibles, en fait, qu'on ne voit pas dans notre système familial, mais on a des comportements où on fait des choix ou des choses qu'on ne fait pas, par exemple, et qui sont dépendantes des dysfonctionnements qu'il y a eu dans le système familial. Alors ça, c'est la théorie. Maintenant, en pratique, ce qui est génial à voir et à faire, et moi, c'est ce qui me fascine, c'est que si ça se fait de façon collective, c'est sous forme d'atelier, des personnes viennent poser une problématique. Alors il faut juste savoir qu'on n'a pas besoin forcément... Ça peut être compliqué de parler devant du monde de sa problématique. Donc moi, je peux faire un travail en amont, c'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui connais le problème du client qui va venir, et le jour J, le jour de la constellation, il n'y aura pas besoin de l'exprimer devant du monde. Mais ça marche pareil. Et en fait, après, le but du jeu, c'est de demander à la personne de choisir dans l'assistance des personnes pour représenter des personnes de son système familial qui sont liées à son problème. Et son père, sa mère, ça peut être son grand-père, ça peut être même des gens morts. Des gens morts qu'on n'a jamais connus, des ancêtres défunts qu'on n'a jamais connus. Mais où on sait qu'il y a des histoires, il y a des choses, des secrets. Qui peuvent avoir une influence dans la problématique de cette ville, en fait, pour les personnes. Et ensuite, une fois que ces personnes sont choisies, elles acceptent ou pas de le faire, elles sont placées dans l'espace, et une fois qu'elles sont placées en interrelation, elles vont commencer à percevoir des sensations, des émotions, des pensées, une impulsion au mouvement qui ne leur appartiennent pas, mais qui appartiennent à la personne qu'elles représentent. Oui, alors pour le coup, comme ça ne leur appartient pas, elles arrivent à l'identifier tout de suite. Oui. Parce que tu connais ton système, donc dès que tu sens une émotion ou quelque chose qui est pas lié à toi, ben, tu le vois quoi, tout de suite, donc tu peux l'exprimer. En fait. Oui, et puis en plus, c'est une capacité qu'on a tous. C'est ça qui est génial, c'est que on ne connaît pas cette capacité qu'on a de percevoir des informations qui ne nous appartiennent pas. Et ça, c'est assez étonnant. Et en tout cas, ces perceptions que les représentants ressentent, ça a du sens dans la problématique de la personne. C'est-à-dire que les personnes vont être placées, vont dire j'arrive pas à regarder celle-ci, j'ai besoin de quitter la salle, j'ai mal au genou, j'ai mal au dos. Enfin, bref, des informations qui ont du sens dans la problématique de la personne qui est venue. Donc voilà, ça c'est assez étonnant de voir ça, cette capacité, encore une fois, qu'on a d'être en interrelation tous ensemble et de capter comme ça ces informations. J'ai bien aimé ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais, voilà, entre toi et moi il y a un espace, mais cet espace, il est rempli, quoi. Ouais. Ça, c'est un exercice qu'on faisait au départ pour apprendre ce que sont les perceptions représentatives, ce que perçoit un représentant. Et en fait, on apprenait effectivement qu'entre nous, l'espace, on a l'impression qu'il nous sépare, mais finalement, l'espace nous unit. L'espace est rempli d'informations qu'on peut capter. Et quand une personne vient exposer une problématique, elle vient avec tout son champ d'informations, de son champ familial, de l'histoire de sa famille. On hérite au niveau des gènes d'une ressemblance, elle ressemble à sa mère, il ressemble à son père, etc. Mais on hérite aussi de toutes les informations de ce qu'ont vécu nos parents et au-delà de nos ancêtres. Et de l'identification qui va avec. Exactement. Parce qu'il ressemble à, mais automatiquement tu portes ce qu'a été la personne en question. Tout simplement, ça peut être ça. Et c'est vrai que des fois, quand on rencontre quelqu'un, on n'a pas, on a des ressentis, alors positifs ou négatifs. Ça peut être extrêmement positif ou extrêmement négatif. Et ça peut être dans ce champ d'action, justement, pas forcément lié à la personne. Ça peut être quelque chose qu'elle porte. Oui, est-ce qu'on peut extrapoler jusque-là? Alors, en fait, ce qui serait intéressant, c'est de le faire consciemment. C'est-à-dire qu'effectivement, on est tous liés, et des fois, on a des perceptions d'une personne, on sent quelque chose, une intuition, en fait. Mais après, ce qui serait intéressant, c'est de le faire consciemment. C'est-à-dire que quand tu connais ces champs, c'est-à-dire qu'on a tous un champ autour de nous d'informations qui nous appartient, c'est de rentrer dans ce champ-là. Moi, personnellement, juste une petite histoire, je l'ai fait, c'était la première année où j'apprenais, ça faisait 1 an que j'entendais parler des perceptions représentatives, et un jour je rentrais de Strasbourg, j'étais en transit à Bordeaux pendant 1 heure, et je me suis dit, tiens, je vais expérimenter ça. Donc je suis allé dans une terrasse de café dans la gare, et je me suis dit discrètement, je vais essayer de rentrer en relation avec une personne. Et donc j'étais là, présent, concentré à ma respiration, j'ai choisi une personne, et j'ai vu un monsieur qui était un peu au loin là-bas, et qui était en train de boire son café. Donc je me suis concentré, présent à ma respiration, etc. Et puis j'avais des sensations, mais c'était assez limité en fait. Et je regardais ce monsieur de temps en temps. Et puis ce monsieur, en fait, il buvait son café, il était complètement perdu. Il était là, le regard était complètement perdu. Ça dure 10 minutes. Il se lève un moment, il quitte la gare. Je vois qu'en quittant la gare, il a un boitement, il a un problème au niveau de la hanche. Enfin, il boite. Et en fait, je m'aperçois que c'est sûrement quelqu'un qui faisait la manche à l'extérieur de la gare et qui avait assez d'argent pour se payer un café. Toujours est-il que quand il sort, d'un coup, moi, je me mets à pleurer. Mais à pleurer, ça coulait. J'avais même honte par rapport aux gens qui étaient aux tables autour. Mais le plus extraordinaire, c'était pas que je pleurais, le plus extraordinaire, c'est que je n'étais pas identifié aux pleurs.
je restais moi-même et ça pleurait en moi. Et je pense que j'avais dû rentrer avec sa tristesse à lui, qui était une tristesse incommensurable. Je pense que c'était quelqu'un il buvait son café, il était perdu en fait. Donc voilà, une capacité qu'on a de rentrer en interrelation, et c'est une capacité qu'on a tous, il n'y a rien de magique. Et c'est ce qu'on apprend à travers les constellations. Voilà. C'est impressionnant, hein. C'est quelque chose. C'est vrai on dit c'est magique, mais en fait, voilà, c'est raisonné. C'est quelque chose qui est clair, tu vois. Ce que je disais, on a plusieurs façons d'exprimer. On peut dire le karma, on peut parler de karma, on peut parler de croyance, on peut parler de ceci. Mais là, voilà, tout le monde là, encore une fois. Oui, il n'y a pas de magie, quoi. Oui, ou en tout cas, c'est magique de redécouvrir connaissance. Ces principes-là qui étaient très connus il y a très longtemps et qu'on redécouvre, en fait, qui sont redécouverts depuis une cinquantaine d'années par un monsieur qui s'appelle Bert Hellinger, qui est un prêtre allemand. Mais c'est des principes qui étaient très connus par plein de traditions et qu'on a perdu, en fait. Dans ce monde moderne, on a perdu ce contact avec notre propre nature et cette capacité qu'on avait. Et plein d'autres choses qu'on a perdues, on le sait. Ouais, qu'on doit retrouver. Vraiment, les plantes, la connaissance des plantes. Il y avait beaucoup de transmission orale en plus, donc on n'a pas forcément des écrits, on n'a pas forcément des choses, mais c'est vrai que ouais, c'est fascinant. En tout cas, c'est une belle expérience à vivre. Ah ouais, j'imagine. Super. On va voir avec Guillaume un petit peu, là pour le coup, on va aller sur le corps, direct. On va parler d'ostéopathie. Alors, ouais, il y a un truc, je sais que c'est une question que beaucoup de gens se posent, même s'il y en a plein qui le savent aujourd'hui, mais la différence entre ostéopathie et kiné. Ouais, encore, même on l'a fait, parce que c'est vrai, mais c'est basique. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est la différence entre l'ostéo et le kiné, quoi. Ça, c'est dur, hein. Ben, c'est bien parce que tu vas participer justement à l'éclaircissement de ça, quoi. Le kinésithérapeute, il est rentré dans le cursus de santé, c'est-à-dire qu'il reçoit des gens sur prescription médicale, dans 99% des cas. C'est-à-dire qu'il a une ordonnance du médecin et c'est le médecin qui lui dit ce qu'il faut faire. Il lui dit qu'il faut faire 10 séances de rééducation de la cheville, par exemple. Et sur cette rééducation de la cheville, le kiné, il a un protocole. Son protocole, il va partir d'un point A pour aller à un point B. L'ostéopathe, lui, on vient chez lui sans forcément avoir une ordonnance médicale et avec même une entorse de cheville, par exemple, on reprend le même exemple. Et l'ostéopathe va faire son propre bilan, son propre diagnostic, et si c'est un traitement qu'il peut effectuer, il va l'effectuer. C'est-à-dire que si c'est pas pour lui, si jamais il constate qu'il y a une rupture ligamentaire, une fracture, c'est pas de son domaine. Il ne s'occupe pas de ça. C'est les médecins qui s'occupent de ça, donc on va renvoyer la personne chez le médecin. Donc c'est nous qui faisons ce diagnostic d'exclusion. Le kiné, lui, il prend les gens qui arrivent chez lui et il fait son travail, sa rééducation. L'ostéopathe, bien qu'il vienne pour une entorse de cheville, il va aussi regarder la globalité du corps humain. Et donc il va regarder s'il a fait une entorse de cheville à cause de son blocage du bassin, à cause d'autres choses, toujours au niveau du corps, hein, quel que soit le blocage qu'il peut avoir en amont. Et il va traiter ça par des techniques manuelles essentiellement. Le kiné, lui, il va utiliser des techniques de rééducation avec des appareils, de la musculation, des travails d'équilibration, etc. Donc on n'a pas vraiment le même rôle, le même travail. Est-ce que l'ostéo travaille dans le subtil? J'en connais moi qui travaille dans le subtil. Est-ce que c'est systématique, c'est de travailler sur l'énergie, de travailler sur ces choses-là? Ou est-ce que c'est pas systématique? C'est pas systématique, après ça dépend de la méthodologie et des préférences de l'ostéopathe. Mais il faut savoir que dans les études d'ostéopathie, tous les ostéopathes ont appris les techniques structurelles, c'est des techniques qui font craquer, les techniques fonctionnelles, c'est des techniques un peu plus douces, les techniques musculaires, c'est la base d'étirement, qui est similaire un petit peu au travail des kinésithérapeutes, et les techniques énergétiques, qui sont des techniques d'ostéopathie biodynamique, où là on rentre dans quelque chose de vraiment plus subtil. D'accord. Ouais, donc dans la formation de départ, il y a quand même cette formation. Et normalement, tous les ostéopathes ont reçu cet enseignement maintenant. Mais alors que le kiné, pour le coup, pas du tout. Le kiné, c'est vraiment la fonction du corps. Oui, le kiné, lui, il va faire des études où il va apprendre, tout comme nous, l'anatomie, la physiologie, la pathologie, etc. Il va étudier également, lui, dans le système rééducatif, tout ce qui est système de musculation, les programmes de musculation, les choses comme ça. Puis il va étudier des techniques propres
aux kinésithérapeutes pour rééduquer les problèmes neurologiques, les problèmes Ouais, c'est pareil, tout ça, comme les on peut utiliser. diagonales de Kabat, des choses comme ça. C'est des techniques que nous on fait pas. Et du coup, on devient complémentaire aux kinésithérapeutes. D'accord. Alors toi, pour le coup, ostéo et kiné, mais pas kiné, kinésiologue. Alors parle-nous de ça. Parle-nous de Alors, la kinésiologie, à la base, c'est une technique dérivée des chiropracteurs américains. Les chiropracteurs américains, c'est des ostéos américains qui se sont aperçus que l'état émotionnel du corps se reflétait dans l'état musculaire. L'état émotionnel des gens se reflétait dans l'état musculaire, donc ils ont utilisé un test musculaire. Et du coup, à travers ce test musculaire, ils ont dit, c'est vrai que le corps il a une mémoire, et c'est tout, des thérapeutes, qui eux utilisent un test musculaire coté sur 5 niveaux, qui est fait pour diagnostiquer justement les pathologies neurologiques liées au système nerveux. D'accord. Alors que là, on est vraiment sur du Alors binaire, là, c'est-à-dire un test fort, un test faible. Ça nous donne. c'est une résistance, c'est ça. Voilà. On appuie sur. Voilà, on appuie sur le bras, Ouais. Et en fonction de si ça tient ou si ça tient pas, ça ça résiste. nous donne un test fort, un test faible, un oui, un non, un état de stress ou un état de bien, un état correct. D'accord, donc tu fais un petit travail de thérapie quand même, au milieu de tout ça, parce que j'imagine que c'est toi qui poses les questions et que tu vas poser les questions un petit peu en dirigeant pour aller chercher des endroits précis. Enfin, tu vas amener la personne à. Alors, est-ce qu'il y a un travail de. Il y a deux façons de travailler en kinésiologie, il y en a même plusieurs, mais en tant qu'ostéopathe, on peut utiliser la kinésiologie en utilisant les tests musculaires sur les endroits mécaniques que nous avons corrigés. Par exemple, on a corrigé un blocage du bassin, on va aller tester quelques muscles comme le psoas, qui est un muscle dans le ventre, les muscles des fesses, etc., pour savoir s'il n'y a pas une faiblesse de ces muscles-là, et les renforcer par des points qui ont été déterminés par des chiropracteurs, soit des points à masser, soit des points à toucher au niveau du crâne, soit en utilisant le système énergétique des méridiens d'acupuncture, en connectant le début et la fin d'un méridien, par exemple. Voilà, on peut utiliser ça pour renforcer un muscle Comme sur une la réponse correction mécanique. Comme une réponse, voilà, au fur et à mesure de ton travail en ostéo, Pour tu vérifies que la correction mécanique tienne dans le temps. On peut utiliser ça. Après, dans un deuxième temps, on peut utiliser la kinésiologie pour aller équilibrer le corps dans ses 3 dimensions, par exemple. Les 3 dimensions, c'est haut, bas, gauche, droite, avant, arrière, qui est un système postural et qui est en lien avec le système d'apprentissage. Ça, c'est ce qu'on appelle la kinésiologie éducative. C'est la connexion haut-bas au niveau du corps et haut-bas au niveau du cerveau. Ce qu'on appelle le centrage, la latéralité, c'est gauche-droite, le focus, la focalisation, c'est avant-arrière. Ces 3 dimensions sont liées également à la posture. Ils peuvent être déséquilibrés. Ils peuvent être déséquilibrés. Donc, quand on va donner des petits exercices à ces gens-là, ça va rééquilibrer à la fois des systèmes de relais neurologiques qui vont améliorer la connexion au niveau du cerveau et améliorer la connexion au niveau du corps. Et ces connexions-là, ils vont pouvoir l'utiliser à la fois dans la biomécanique, dans la manière qu'ils ont de marcher, de se déplacer, donc dans leur posture, mais également dans l'apprentissage, que ce soit l'apprentissage à l'école, mais l'apprentissage de la vie. On en apprend tous les jours. Donc ça, c'est une autre manière. Oui, donc la posture influence là-dessus. Et ensuite, on peut travailler tout ce qui est pathologie psycho-énergétique ou difficultés psycho-énergétiques en utilisant le test musculaire et en allant chercher des informations engrammées dans le corps, en demandant au corps, en posant des questions, en touchant des petits points. Engrammer, reviens sur ce mot-là, engrammer, parce que quand on parle d'engrammement, c'est toutes les mémoires du corps, quoi, tout ce qui est... Donc on peut rejoindre un petit peu des mémoires anciennes. Tout à fait, ça peut être ancienne, on peut utiliser des récessions d'âge pour aller dater les causes, l'origine du choc, du traumatisme, de l'émotion qui est bloquée, etc. D'accord, tout à fait. Et alors en plus, toi, tu es pour le coup équipé de la pentanalogie. Alors là, c'est. Voilà. Qui sait ce que c'est que la pentanalogie? Voilà, tu vois, c'est bien. Donc c'est bien, parce que là, pour le coup, personne ne connaît. Donc tu vas vraiment apporter quelque chose, là, vas-y. Alors la pentanalogie, c'est juste l'étude des dates de naissance, c'est de la numérologie, mais au lieu d'être basé sur 9 chiffres, c'est basé sur 10 chiffres. Et
Et en fait, ces 10 chiffres, on les place dans un pentagramme, dans une étoile à 5 branches. Comme les Da Vinci, là, voilà, celle de Léonard de Vinci. Donc on replace tous les chiffres dans la date de naissance, et cette date de naissance va nous donner des indications à la fois sur le tempérament de l'individu, sur son comportement, sur ses blocages ou ses difficultés physiques, ses difficultés émotionnelles, ses origines familiales, pourquoi il est né tel jour, qu'est-ce que ça va conditionner chez lui en fait, parce que bon, il n'y a pas de hasard, donc voilà, on choisit un peu notre date de naissance. C'est vrai qu'en numérologie, on travaille sur le karma, là pour le coup. Ouais. Toi, t'es en même temps sur le karma, mais c'est peut-être plus. Comment tu le définirais par rapport à la numérologie ici? Alors, je ne connais pas la numérologie, donc je ne peux pas te faire de comparatif. Mais si tu veux, avec la date de naissance, quand on détermine le nombre type, c'est un peu comme le chemin de vie, je crois, en numérologie. Ça peut déterminer la manière globale de fonctionner, évidemment, mais aussi la manière dont les parents fonctionnaient à l'époque où il y a eu cette naissance. C'est-à-dire la conception. Voilà, la conception, quel était le rapport entre le père et la mère à ce moment-là, et même si c'est un garçon, une fille, comment ça va être influençable. Donc ça, tu fais des thèmes, donc on t'envoie la date de naissance. Voilà, alors je peux faire un thème c'est sur le détail de toutes les positions, les seuils, les tensions, le nombre type, ça c'est entre 14 et 17 pages à peu près. Donc il y a tout le résumé, il y a toute l'explication. Il y a l'explication globale entre 14 et 17 pages, hein, donc on peut en dire encore d'autres, mais là il faut rentrer un petit peu dans les détails et le traitement que j'utilise en kinésiologie par exemple, même en ostéopathie, mais plutôt en kinésiologie pour avancer. Si les gens ils prennent conscience d'une difficulté et qu'ils ont du mal à la dépasser, et ben là on va leur donner des outils de gestion de stress, de gestion émotionnelle pour les aider à dépasser ce blocage et à avancer. Et tu t'en sers systématiquement, c'est-à-dire quelqu'un qui vient te voir en ostéo, en kinésio, tu vas systématiquement faire le thème ou tu le fais pas? Non, le thème, ça me prend un peu de temps à faire, détailler, mais je demande toujours la date de naissance aux gens et ça me donne des détails, des grandes lignes, on va dire, qui m'indiquent aussi les points forts, les points faibles au niveau du corps, qui sont en lien aussi avec le système énergétique d'acupuncture, donc les zones chargées, les zones moins chargées. Et si l'individu a une demande sur un point fort, je ne vais pas le traiter de la même façon que sur un point faible. Donc ça me donne des indications et c'est plutôt dans la manière dont moi je vais travailler, mais je ne le dis pas forcément aux gens. Alors moi par exemple, juste comme ça par exemple, moi je suis 8. Le 8 mars 68. Ouais, je suis 8. Chemin de vie 8. Ouais, donc ma réduction c'est 8. Toi t'as besoin de la réduction des nombres ou juste... Ouais, c'est un nombre type 8. Ouais. Donc le nombre type 8, c'est un individu qui a besoin de beaucoup d'amour dans la vie. Il faut tout le temps qu'il ait de l'amour autour de lui. On lui parle d'amour, et que l'amour c'est un leitmotiv. D'accord. Voilà. Ah, c'est bien, ça me sonne pas. Bon, ok. Tu veux savoir le tien? Ouais, vas-y. Thierry, ta date? 19 janvier 1964. 19 janvier 1964. Faut que je calcule. 64 13 4. Type 4. Alors, le type 4, il n'a jamais assez de temps. Il est tout le temps pris par le temps. Et il ne faut pas l'enfermer parce qu'il a besoin de beaucoup d'espace et de liberté. Donc, voilà, en gros, ça c'est le type 4. C'est bien, ma femme, elle va voir la vidéo. Il ne faut pas l'enfermer. Moi aussi, mon mec va voir la vidéo. Le 4, c'est le carré. C'est à la fois cadré, c'est la dimension de l'espace et du temps qui est importante pour lui. Le mantra du type 4, c'est j'ai tellement de temps et si peu de choses à faire qu'il faut se répéter. Et le mantra de l'autre, limite, ce serait quoi? Ça, je ne l'ai pas déterminé, mais... Ouais, il faudrait que tu m'en fasses un récompense. Faire de bac, c'est chicoré. Et tu sais que la chicorée, j'entends tous les matins. J'ai arrêté le café, je prends que de la chicorée tous les matins, mais vraiment. Hein, là, on a arrêté le café, on prend de la chicorée tous les matins. Pas pareil en fait. Lui,
il est pas vite, mais il prend un Gicor aussi. Comme ça se trouve, ça fait un truc. Et alors, ça, Magali, vas-y. Le 27 décembre 1983. Alors, 27 décembre. On calcule justement l'âge. 6. Type 6. Alors, le type 6, tu peux aller manger chez lui n'importe quand, tu peux arriver à 10 parce qu'il y aura toujours des réserves chez lui. Il a un placard, c'est rempli. Et Un magasin pour le coup. Il a un magasin, mais C'est tu rempli. peux débarquer n'importe quand, ce sera. Il croit qu'il va y avoir la guerre demain, mais il fait des réserves. Non, c'est le côté matériel des choses qui est importante. Et du coup, il emmagasine certaines choses, il stocke au cas où. Alors c'est rigolo parce que les interprétations des chiffres premiers ne sont pas les mêmes en numérologie du tout. Et là, le 8, on est sur la matérialité, le 6 sur la responsabilité familiale. Donc on est vraiment, c'est rigolo. Il n'y a pas les mêmes bases. Non, la diversité, super. Ben super. Est-ce que vous voulez intervenir? Il y a une question? Vous avez quelque chose à demander à l'un d'entre eux? Vous avez... Oui, Valérie. Alors attends, on va donner le micro. Parce qu'on n'a pas beaucoup de chance ce coup-ci, on n'a pas eu les micros sans fil. Donc heureusement, on avait les micros fiers. On va essayer de... Voilà, ouais, c'est fait. Super. Vas-y. Guillaume, est-ce que tu peux faire de 1 à 9? Allez, vas-y. Donne Ça seul. fait plaisir à tout le monde. Ouais. Ouais. Alors, c'est plutôt de 2 à 10 en fait. Parce que le 1, il n'existe pas, c'est le 10 chez nous. De 2 à 10, tu veux tous. Pour revenir aux formations de pentanalogie qui commencera en septembre 2018, je pense, ou octobre 2018, pour avoir tout le détail. Mais si on fait un résumé, le type 2, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, il s'accogite beaucoup, il a quand même de l'intuition, il est plutôt dans le côté analytique des choses, et l'image maternelle est très importante pour lui. Le type 3, c'est quelqu'un qui a besoin de bouger, c'est le mouvement, c'est la facilité du verbe aussi, il va parler très facilement. Le type 4, c'est un individu donc qu'il ne faut pas contraindre au niveau du temps. Et il a toujours quelque chose à faire. Le type 5, c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de relations sociales. Lui, tu le vois dans sa voiture, il est toujours au téléphone, ou il est toujours en train d'écrire des textos à tout le monde. Il a besoin de beaucoup de relations sociales. Le type 6, c'est la matérialité, donc c'est quelqu'un qui a un côté matériel très développé. Le type 7, c'est quelqu'un de très secret. On n'en voit pas beaucoup des types 7 dans des formations ou dans des réunions ou des choses où il faut qu'il se mette en avant, parce qu'il est très secret. Et lui, le type 7, il aimerait bien que tous les autres sachent quand il va pas bien, mais sans jamais rien exprimer. Le type 8, c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'amour et il faut lui dire constamment qu'on l'aime. Le type 9, c'est quelqu'un qui a la capacité à synthétiser les informations de manière importante. Et le type 10, c'est un individu un petit peu atypique. Et le type 10, il peut faire 10 métiers dans sa vie, changer du tout au tout. Et voilà, un petit peu atypique. On ne le comprend pas forcément tout le temps quand il parle et quand il s'exprime, parce qu'il peut partir dans plein de sens. Voilà. Merci. Vous avez des questions? Vous avez des questions à poser? Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'en ai une. Oui. Alors attends, je vais te passer un micro, parce que pour le coup, comme on filme, c'est bien d'avoir du bon son. Tiens, vas-y. Merci. Donc, je suis Marie-Line. Bonsoir à tout le monde. J'ai une question pour vous. Est-ce que votre métier est en rapport avec donc l'intuition et donc, pour moi, la médiumnité? La façon dont je le fais moi, effectivement, il y a une part d'intuition. Il y a surtout en étant constellateur, le but du jeu, c'est d'être installé dans son propre calme quand on entend une personne
et on divise un peu son attention. C'est-à-dire, je suis présent à ce que je ressens en moi, je suis présent à ce que l'autre me dit, en fait. Et donc, par résonance, il y a des moments, alors c'est sûrement lié à l'intuition, mais il y a des moments, par résonance, il y a des mots qui vont être plus forts que d'autres. Et ça va me donner, moi, des informations. Après, l'intuition, c'est ce qui se développe au niveau des représentants. C'est-à-dire que vous, si par exemple, vous n'avez jamais fait de constellation, et si un jour vous assistez à un atelier constellation, et qu'on vous choisit, on va venir devant vous, on va vous dire, est-ce que vous voulez bien représenter la mère, ma tante, mon oncle, peu importe, une homme, une femme. Si vous acceptez, vous allez ensuite être placé dans l'espace, et là, effectivement, vous allez percevoir des choses au niveau du corps, ça rejoint cet outil fabuleux qu'est le corps, c'est ce qu'on utilise en constellation, ça passe dans le corps, les pensées, les émotions, les sensations, et éventuellement, à force de faire des constellations en tant que représentant, on peut développer son intuition. C'est-à-dire qu'on va faire confiance à ses perceptions sensorielles, à ses perceptions. Est-ce qu'on utilise beaucoup le mental? Est-ce qu'on utilise donc le conscient en majorité, ou on le met de côté pour écouter, on va dire, son inconscient? Oui, c'est... Moi, je me rappelle d'une expérience très étonnante. C'était une des premières constellations que je faisais en tant que représentant. On était une quinzaine. C'était filmé. Il y avait 300 personnes qui regardaient, parce que c'est une formation avec beaucoup de monde. Et je me souviens que sur les 15 représentants, j'étais seul à ne pas bouger. Les 14 étaient en mouvement, et moi, j'étais fixe. Je ne bougeais pas. Et je voyais mon mental fonctionner, qui me disait, mais Thierry, c'est pas normal, tu devrais bouger, fais quelque chose. Et il y avait un mouvement qui m'imposait de ne pas bouger. Et ce mouvement qui m'imposait de ne pas bouger, ça avait du sens dans la problématique du client. J'étais un représentant qui ne devait pas bouger, en fait. Donc, voilà avec quoi on est en contact. On est en contact avec un mouvement, je ne sais pas si c'est de l'ordre de l'inconscient, etc. C'est de l'ordre, en tout cas, d'un champ d'information qui est là et qu'on capte. La dernière, hein. Parce que sinon, ça ne va pas le faire du tout. Non, mais là, il te reste 17 secondes. Vas-y, pose ta question. 17 secondes. 10. 9. 8, 7. Ce champ dont tu parles, est-ce qu'il est relié aux énergies? Alors oui, c'est forcément lié aux énergies, mais c'est un champ d'information avant tout. C'est un soin, le niveau systémique, c'est au niveau de l'information que ça se passe. Effectivement, après, au niveau de l'information, ça se traduit au niveau énergétique, ça se traduit au niveau corporel, mais c'est avant tout une information. Comme une onde, on pourrait parler d'onde. Oui, on pourrait parler. Alors, juste rapidement, peut-être, en parlant de champ d'information, si ça vous intéresse, allez voir le travail de Rupert Sheldrake sur les champs morphiques ou les champs morphogéniques, un champ d'information qui relie une espèce. Et quand un individu de cette espèce intègre une nouvelle information pour évoluer, ça va être plus facile pour les autres membres de cette espèce d'intégrer cette information. Comme l'histoire avec les singes. Oui, cette histoire qui est extraordinaire. Oui, oui. Si tu peux juste la raconter. Une batterie test sur des guenons sur une île, une certaine espèce de guenon en fait, et les guenons qu'on trouve dans les formations de Frédéric, cette même espèce. Celle-là fait, est unique, mais elle est chouette ton histoire, vas-y. Et donc en fait, une batterie test, et dans cette batterie test, il y avait un test à un moment, c'était d'apprendre à ces guenons, il leur apprenait à nettoyer les aliments dans l'eau de mer avant de les manger. Racines, patates douces, etc. Ils ont appris patiemment à ces guenons à nettoyer les aliments dans l'eau de mer. Donc au bout d'un moment, elles le faisaient systématiquement, c'était sûrement meilleur de manger des aliments avec moins de terre autour. Donc, a priori, ils quittent l'île, toutes les batteries tests ont été faites, etc. Ils reviennent 1 an ou 2 ans après. Toutes les guenons sur cette île de la même espèce faisaient la même chose. Sur les îles d'en face, les mêmes guenons de la même espèce faisaient la même chose. A priori, ils expliquent ça qu'à un moment, il y a un seuil critique d'individus qui ont intégré cette nouvelle information pour évoluer. Ce sera plus facile pour les autres membres, même à distance. Et là, c'est là qu'on joint la notion d'espace et de temps. Pour le coup, il n'y a plus d'espace. Et donc voilà, donc c'est vraiment au niveau de l'information que ça se passe. Ah, mais là, c'était vraiment une expérience scientifique, c'est-à-dire que ça a été vérifié et validé que sur les autres îles, les guenons lavaient leurs aliments pour manger. C'est impressionnant. Et juste pour terminer, moi je me rappelle une petite. J'avais compris un peu plus comment ça pouvait fonctionner éventuellement. C'était avec un film de Yves Coppin sur l'évolution de l'humanité. J'ai toujours cru que l'homme s'était verticalisé par essai-erreur. Et a priori, à un moment, l'espèce humaine était prête à se verticaliser. L'information était intégrée au niveau de l'espèce, comme quoi pour être seulement plus efficace pour la chasse ou pour voir s'il y avait des prédateurs, il fallait se lever, et donc l'espèce humaine était prête. Donc l'information
de se verticaliser, d'intégrer au niveau de l'espèce. Donc c'est ce qu'on utilise aussi dans les constellations. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. On capte ces informations. Voilà. Ça serait bien qu'on arrive à voler après, qu'on ait des projections de choses plus, tu vois. Ça c'est la prochaine réunion, je pense. On apprendra à voler. Est-ce que vous voulez... C'est bien. Tu l'as bien fait. Moi j'en ai une. Oui, vas-y. Bonsoir, je m'appelle Frédéric. Bonsoir Frédéric. Je suis au Zen Anonyme. Et je voudrais poser une question à Magali, qui fait de la naturopathie. Et c'est une question que j'aimerais entendre développer, parce que on parle de Magali sans cesse avec un magasin, c'est bien, c'est formidable. 19 rue du Port, ça on le sait maintenant. Mais je voudrais que tu développes ce que toi tu sais et dont on n'entend pas si souvent parler, c'est-à-dire Magali, ce qu'elle est capable de dire lorsqu'il y a quelqu'un qui vient te voir. Moi je n'entends jamais assez ça. Mais j'aimerais bien que t'en parles, si ça te dérange pas. Ça te dérange pas? C'est sûr, hein? Tu te dirais si ça te dérangeait. Bon, alors, c'est bon. Bon, alors on t'écoute. En fait, la naturopathie, c'est soigner le corps dans son ensemble, c'est l'hygiène de vie de manière générale, en passant par l'alimentation, qui est un facteur très important, la gestion du stress, et puis également une activité sportive. C'est vraiment un ensemble de choses. Et au quotidien, c'est des conseils de personnes qui peuvent venir pour des symptômes, pour des choses un petit peu plus graves, et qui demandent des conseils. Et moi, j'en rentre après sur... Alors, il y a Thierry, il a un problème à la joue droite depuis des années. On ne le sait pas, hein, Thierry, mais c'est vrai. Et il vient te voir, tu lui dis quoi? Déjà, je pose des questions. Depuis quand Depuis quand? Non, je déconne, mais... Je suis en train de chercher une droite. C'est ce que tu vas faire qui est intéressant, c'est comment tu vas éprouver quelqu'un qui vient te voir, parce qu'on parle souvent de naturopathie, mais apparemment c'est extrêmement axé sur l'alimentation, ou pas? Oui. Oui, l'alimentation beaucoup. Principalement. Après, c'est vrai que c'est beaucoup aussi une prévention. Par exemple, c'est vrai qu'en ce moment, on est en plein dedans pour éviter toutes les pathologies diverses. Les infections ORL, par exemple, donc je conseille des tisanes, des ampoules, ou des différents. Voilà, c'est vraiment sur la prévention. Après, ce qui est important, c'est aider, soulager le foie, notamment en changeant de saison, au moins automne et printemps. Ça, c'est la base aussi. Il y a des petites choses comme ça qui sont importantes, puis que les personnes deviennent acteurs de leur santé, donc plus spectateurs, ils se prennent en main. Mais c'est vrai que ça passe par l'alimentation, par les compléments, et puis faire un petit peu de sport, et voilà, être le moins stressé possible, si c'est possible. Voilà, c'est vraiment un ensemble de choses. Ouais, super. Et j'avais une question, moi pour le coup, à Thierry. Ça t'arrive de te faire attraper? C'est-à-dire que pendant une constellation, que tu sens quelque chose toi, alors que tu es tu es l'organisateur de la constellation, et que toi tu te retrouves à vivre... Pour le coup, c'est même ce qui est demandé au constellateur, c'est-à-dire de ressentir avant les représentants ce qui va se passer. C'est-à-dire que le constellateur fait partie du champ, fait partie de ce qui se passe dans l'instant. Et moi, j'en suis qu'au début. Je suis un bébé constellateur, c'est le début, mais j'ai vu des constellateurs fonctionner. Ils ont développé ça en eux, cette capacité à être présent dans l'instant, cette capacité à squeezer un peu le mental, c'est-à-dire à être dans le corps, et à faire partie du champ de ce qui se passe. Et c'est-à-dire qu'ils sentent ce qui se passe, ils voient ce qui se passe, et ils vont intervenir à un moment où il faut intervenir. Ils n'interviennent pas s'il ne faut pas, mais à un moment, ils vont peut-être demander à une personne de rentrer dans la constellation, voilà. D'accord, donc une extrême sensibilité, oui, et en même temps dans le champ, en fait, tu te retrouves dans le champ. Tu es dans le champ, tu fais partie du champ, et d'ailleurs, si tu es dans ta confusion, ton constellateur, tu peux emmener la confusion dans le champ.
Et oui, parce que c'est valable dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu sois super centré pour C'est pas amener parasiter en fait la constellation, quoi. Et tu te mets en méditation avant, tu fais quelque chose, c'est un rituel, tu as quelque chose Pas un rituel, mais je pratique le yoga. D'accord. Le yoga que ma femme pratique aussi et qui fait partie de la même formation. Et donc, l'outil, c'est le corps, en fait. C'est d'arriver à être dans le corps, d'être présent à soi, de respirer. Et c'est cet outil-là, le corps, qui est utile après pour raisonner ou en tout cas pour être dans le champ. Et ça te fatigue quand tu sors de la constelle? Non, pas du tout. Non. Au contraire, ça donne de l'énergie, je trouve, en tout cas. Ouais. D'accord. Et en tout cas, pour les représentants, ça c'est extrêmement important. On ne joue pas un rôle, on n'est pas possédé, on accepte d'être représentant, on représente quelqu'un, et c'est très facile de sortir de sa représentation. On se voit pleinement, on se rappelle son prénom, on fait quelques petits pas dans la salle, et voilà, on rentre chez soi, on n'est pas possédé par le rôle qu'on a joué. C'est même pas un rôle d'ailleurs, on représente quelqu'un en fait. Et encore une fois, c'est une capacité que tout le monde a. Et est-ce que tu as des personnes qui ne sont pas du tout réceptives? C'est très rare, c'est extrêmement rare. Oui, parce que c'est le rôle du constellateur à amener la personne à trouver sa sensibilité, cette information. C'est naturellement une capacité qu'on a tous et qu'on ignore en fait. D'accord. Hier, par exemple, j'ai fait un atelier constellation avec une autre personne, avec Jean-Alain. C'est une autre façon de travailler. Et lui, par exemple, il travaille en aveugle. C'est-à-dire que la personne est à côté de lui, il connaît le problème de cette personne, il n'y a que lui qui connaît ce problème. Il va demander dans l'assistance que ce serait bien qu'il y ait 2 hommes et 2 femmes qui sortent. Donc les 4 personnes vont dans une salle à côté, et il va dire à la personne, la première qui va rentrer va vous représenter vous, la deuxième va représenter votre problème, la troisième va représenter peut-être une solution ou autre chose. Et les personnes rentrent sans savoir le problème, et en fait, ça se met en route. Oui, elles ont voilà, une impulsion, elles vont se mettre là, elles vont se mettre à côté, elles disent quelque chose, et voilà, c'est vraiment une capacité qu'on a et qu'on ignore en fait. D'accord. Ah, c'est chouette. Ah, c'est vraiment chouette. À découvrir, ouais, vraiment. Et alors, toi, Magali, tu fais des massages aussi, Twina. Alors, c'est venu comment, ça aussi, cette envie de toucher les gens? Parce que pour le coup, tu es dans le conseil et dans la naturopathie, mais là, tu es en contact direct, quoi. Voilà, mais depuis aussi toujours, j'aime bien ce contact-là. C'est l'avantage du massage Twina, c'est un peu plus spécifique qu'un simple massage, dans le sens où c'est vraiment suivant les points d'acupuncture, les lignes des méridiens, en commençant par le visage, voilà, les bras, en descendant, puis et donc on peut soulager aussi tous les petits mots du quotidien, et en même temps ça apporte du coup du bien-être et une relaxation. Moi je l'ai fait, c'est vrai que c'est super agréable. Ah ouais, là dans ton cabinet c'est super agréable. C'est bien. Massage Twina, ouais. Et réflexologie. Et la réflexologie plantaire. Plantaire que tu fais aussi. Toutes les pieds c'est un peu la... Petite démo. Il y a bien fait les chiffres. C'est la cartographie du corps en miniaturisé, donc c'est relié avec tous les systèmes, tous les organes, donc c'est aussi intéressant. Puis c'est vrai que les pieds, l'extrémité, c'est vrai que ça fait du bien. Ouais, puis c'est vrai qu'on s'en occupe pas forcément. Nos pieds, on n'y fait pas suffisamment attention. C'est un truc dont j'ai pris conscience il y a quelques années. C'est-à-dire que nos pieds, pourtant on marche avec toute la journée et on fait plein de choses avec, et on s'en occupe pas. C'est vraiment, on se masse pas les pieds, on se caresse pas les pieds, on se touche pas les pieds. Alors que, voilà, mais il faut le faire parce que c'est un endroit super important et précieux. C'est un message. Au passage, je sais tous les fleurs de bac, moi je les utilise en complément de mes séances de kinésiologie ou à la fin d'une séance d'ostéopathie quand il me semble judicieux de les conseiller. Je ne vais pas faire une séance que de fleurs de bac, moi, en faisant un entretien qui dure assez longtemps. Voilà, moi je vais les tester par exemple, alors je les connais, les 38 fleurs, mais je vais les tester quand même pour savoir qu'est-ce que l'individu a besoin comme fleur dans l'instant présent, par rapport à ce qu'on a développé pendant la séance. S'il y a une problématique émotionnelle qui est ressortie, et que là il y a besoin d'un confort émotionnel pendant quelques temps, là je vais tester les fleurs qu'il lui faut, je lui prépare s'il faut, et il part avec son petit flacon en prenant tant de gouttes, tant de fois par jour pendant un certain temps après la séance. C'est fort aussi les fleurs de bac, ça marche très très bien, vraiment. C'est un très bon complément pour les gens. Il y en a parfois qui aiment bien repartir avec quelque chose, donc ils repartent avec leur petit flacon. On a notre super experte en fleurs de bac, Valérie Thérèse, voilà, qui est sur Libos, et qui fait ça avec passion. Et c'est vrai que c'est un super outil.
C'est encore une fois magique, pas dans le sens magique du terme, parce qu'il n'y a pas de magie, mais c'est porteur d'une très belle énergie, ces fleurs de bac. C'est vrai. C'est l'information. Bon, vous avez des petites questions, des petites choses? Mais vas-y, ose, ma belle, vas-y, si t'as des choses à dire, vas-y. Non? D'accord. J'avais une question pour Thierry. Est-ce que tu utilises les arbres généalogiques? Alors sur 3 générations, plutôt un génogramme sur 3 générations, voir si déjà il n'y a pas des liens au niveau des dates, au niveau de plein d'informations, mais juste sur 3 générations. On ne va pas chercher forcément plus loin. Après, il y a ce qui se vit dans la constellation, mais on essaie de voir qu'avec un petit génogramme, déjà, si on a déjà des informations sur des identifications possibles ou ce genre de choses. Et tu sais comment on appelle l'arbre généalogique d'un portugais? Là, non. Un échafaudage. Non, c'est bien. On avait dit pas de blague. On avait dit pas de blague. T'as pas pu t'en empêcher, hein, quand même. Oui, j'aurais se dire. Ouais, c'est vrai. Sur l'interview, c'était pas. Si, Lèchebourg. Ouais, Lèchebourg, faut quand même bien réaliser que c'est un village, quoi. C'est ça. C'est Lèchebourg. Ouais. L'autre, il nous sort ça l'autre jour. J'habite à Lèchebourg. Ah ouais. Mais sinon, c'est quoi ton village? Lèchebourg. C'est ça. Bah, il a fait la connerie, mais il se rendait pas compte. C'est ça, surtout, qui l'a gêné. Bon, bah, écoutez, s'il n'y a pas de questions, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les intervenants de ce soir? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Juste concrètement, les rendez-vous que je prends, moi, ça se passe en 2 fois. En fait, il y a 2 rendez-vous. Voilà. C'est juste une information pratique, mais il y a un premier rendez-vous où, pour le coup, je fais un génogramme, l'étude un peu d'un arbre généalogique, mais sur 3 générations, et j'aide la personne à préciser la problématique. C'est très important. Plus la personne sera précise au niveau de sa problématique, et plus il y aura de chance que la constellation soit précise aussi, en fait. Donc, j'aide la personne à préciser la problématique. Donc ça, c'est le premier rendez-vous, et ensuite il y a un rendez-vous qui se fait soit en individuel, soit en atelier, le jour où il y a un atelier qui est organisé. D'accord, donc tout ça sur le DECH, hein. Tout ça sur le DECH. DECH. Ton numéro de téléphone. Alors, le numéro de téléphone, je vais plutôt donner le site qu'on a, ça s'appelle Avenir et Tradition, Avenir au singulier, Tradition au pluriel, et là vous avez toutes les informations sur comment se déroule une constellation, les origines des constellations, et puis il y a encore plus d'informations si ça vous intéresse. Donc Avenir et Tradition, sans tirer, sans point, tout attaché. A priori, en marquant juste Avenir et Tradition, mais si vous marquez Avenir et Tradition au singulier, vous allez tomber sur les maisons Avenir et Tradition, donc c'est pas ça, donc c'est Avenir et Tradition au pluriel. D'accord. Avenir au singulier, Tradition au pluriel. Ouais. D'accord. Magali, tu veux rajouter un petit quelque chose? Alors, ton site, ton numéro de téléphone, vas-y. Alors, le numéro de téléphone, donc le portable 06 41 93 09 34. Et donc le site lecourseherbe.fr. Voilà. D'accord. Et donc tu cherches quel type de... Non, c'est quoi? Dans 06. C'est dangereux de donner son 06. Alors toi, Guillaume? Alors moi, donc j'exerce sur Lège, hein, donc... Lèchebourg. Sur Lège, Cap-Ferré, lieu dit Lège centre. Juste avant Claouet. Et donc c'est sur rendez-vous, vous pouvez trouver mes coordonnées sur les pages jeunes, mon 06 aussi. Vous pouvez prendre rendez-vous sur les pages jeunes. Il veut pas le donner. C'est le 06 10 64 08 65. J'ai également un site internet, mais qui est plutôt dédié aux formations que j'organise, qui s'appelle oracle-formation.com. Oracle avec un K. Hein. Avec un K, ça veut dire ostéo-reboutement, acupuncture, kinésiologie et liens éthiopathiques. Ah ouais, d'accord. Et donc il y a des formations en ostéo-reboutement, en kinésiologie, en analogie bientôt qui seront organisées. Voilà. D'accord. Merci. C'est-à-dire, tu dis ostéo-reboutement. Oui. Parce que le rebouteux, alors c'est quoi l'origine? Alors c'est l'ostéopathe sort du rebouteux. est un rebouteux moderne. Hein, ah, c'est ça. Pour moi, j'espère que je ne vais pas fâcher certains de mes collègues et de mon confrère. Mais on est dans la même pratique. Ouais. C'est une technique qui a été scientifisée, qui était empirique à la base. Non? Donc, et le rebouteux était super. On utilise. Alors moi, j'ai fait des formations complémentaires en reboutement spécifique. Qui n'est pas le désenvoûtement, hein, on n'est pas dans les. Rebouteux.
En rebouton, on utilise un geste assez spécifique, un geste assez rapide, que ce soit sur la peau ou sur l'articulation. Mais voilà, c'est des techniques qui peuvent être apprises par tout le monde parce que c'est facile à mettre en pratique. Une fois qu'on se dit c'est bon, on peut le faire, il n'y a aucun risque, on peut le faire. Voilà. Ça fait peur. Et tu la nuque aussi, les endroits comme ça, parce que moi j'aime pas qu'on me fasse craquer la nuque, ça me fait peur. Parce que dans les films, tu sais, on fait comme ça, et puis le mec qui meurt. Et moi à chaque fois que si un regardez trop de films de guerre, trop de films de combat, ça me fait peur. Tu fais? Alors je fais, bien sûr. Je sais qu'il y en a qui font pas. Il y en a qui refusent de le faire. Alors il y en a qui font pas. Le crack, si tu veux, c'est quand il y a un blocage quantitatif. Quand il y a un blocage quantitatif, c'est comme, je vais prendre un exemple qui va te faire pense. Si tu as une bouteille de vin qui arrive et qui est bouchée, ça, elle est bouchée, c'est le traumatisme qu'elle a eu. Elle a reçu un bouchon. Si tu veux passer 10 ans à la caresser jusqu'à ce qu'elle s'ouvre, tu peux. Moi, je préfère la boire assez rapidement, donc j'utilise un tire-bouchon. Voilà, j'utilise cette technique qui craque et qui libère instantanément. Mais parce que c'est un blocage quantitatif, après je dis pas qu'il faut le faire sur un petit blocage, ça sert à rien, on peut utiliser des techniques plus douces. Mais la question c'est que quand on fait craquer comme ça, oui. On est bien d'accord que ce sont des choses qui se sont déplacées, que tu remets en place. Non, pas du tout. Tu fais une radio avant, après, une séance d'ostéopathie, il n'y a rien qu'à changer. Alors c'est quoi qui craque? Ce qui craque, c'est le tissu conjonctif autour de l'articulation. Le tissu conjonctif, c'est tout ce qui entoure l'articulation. Si tu veux. L'articulation, elle est toujours à sa place, sauf que le tissu conjonctif a créé un point fixe. Ce point fixe, il va faire que l'articulation va bouger à travers ce point fixe. Si tu as une vertèbre qui est comme ça, si tu mets un point fixe là où j'ai le micro, elle va venir bouger comme ça. D'accord ? Si tu mets un point fixe ici, elle va bouger d'une autre façon. Donc tout l'art du travail de l'ostéopathe, c'est de déterminer où est le point fixe et dans quel sens le libérer. Et le libérer, d'accord. Voilà, comme quand en fait, le point fixe, il va te protéger du mouvement que tu voulais faire pour éviter que tu ailles trop loin et pour que tu fasses quelque chose de plus grave. Voilà. Donc, comme on fait un faux mouvement, on dit j'ai fait un faux mouvement, c'est que le tissu conjonctif, il t'a protégé parce que tu allais aller trop loin à un moment donné. Donc, alors, ça libère juste le tissu conjonctif. Et l'articulation, elle peut bouger dans les 3 dimensions. Donc elle n'a plus de point fixe. Et si tu n'as plus de point fixe, elle bouge dans toutes les dimensions et tu retrouves toute sa mobilité. Mais pourquoi est-ce que ça revient à ce moment-là? Pourquoi est-ce que par exemple, moi, quand j'allais chez l'ostéo, il me recraquait toujours au même endroit. Donc ça revenait. Soit il a une méthodologie de traitement où il n'a pas été voir, il n'a pas débloqué à un moment donné l'origine et que ça revient toujours au même endroit. Soit derrière ce blocage, il y a d'autres causes qui sont des causes plutôt émotionnelles, plutôt tout ça. Mais dans ce cas-là, ça sert à rien de le faire craquer puisque c'est pas lié à un traumatisme. Ah oui, c'est juste l'analyse de savoir. C'est ce que je différencie dans ma méthodologie de traitement entre la quantité et la qualité de traitement. La quantité, c'est vraiment les gens, ils ont eu une entorse de cheville, ils ont eu un accident de voiture, ils ont eu une chute sur les fesses. Là, il y a eu un traumatisme physique direct. Et là, c'est bloqué de manière quantitative. Les seules techniques qui sont plus efficaces, et j'ai jamais vu quelqu'un d'autre corriger un blocage traumatique en technique énergétique, ostéopathique, c'est les techniques structurelles, celles qui font un petit peu de bruit. Alors, c'est pas violent comme dans les films, je vous rassure. Ça craque, c'est vrai, ça fait du bruit, ça fait peur à certains, mais il n'y a pas de risque. Et ensuite, la qualité de mouvement, on peut la récupérer par des techniques beaucoup plus douces. Des techniques fonctionnelles où là on va aller étirer, ou alors des techniques énergétiques où on est encore plus subtil, ou des techniques de reboutement où on va travailler sur la peau pour lever le spasme qui est dessous, mais en travaillant sur la peau. Parce que la peau a la même origine embryologique que le système nerveux. Donc en travaillant sur la peau, tu donnes une information au cerveau qui la répercute après en redescendant. D'accord. Voilà. Ah ouais. C'est ça qu'il voulait ajouter. On est super. J'étais long, c'est ça. Vous avez des petites questions? Vues? Bon, voilà, on va arrêter là. Juste deux petites choses. La prochaine multiconférence, donc il y en aura une autre en décembre. J'ai pas la date là, je crois que c'est le 12 décembre, il me semble. À l'entrée, vous avez des petits coupons, parce que j'ai lancé des cours de cuisine, cuisinez-vous, où on cuisine et on mange et on parle de nutrition, on fait plein de choses.
Donc j'ai mis un petit coupon. Il y a aussi une petite feuille où si vous voulez recevoir les dates et tout ça, vous mettez votre mail et voilà, ça sera envoyé. Je rappelle que les conférences et multiconférences sont gratuites. Il y a une petite boîte pour si quelqu'un a envie voilà, d'appuyer le truc et puis de mettre une petite cassette. Plaisir. Et puis, quoi d'autre, les infos, les AZ, il y a beaucoup d'infos là jusqu'à la fin de l'année. On a une conférence, Fred et moi, qui va s'appeler Tout part de soi, qui aura lieu le 1er décembre à la salle des fêtes de Gujan. On a un stage bien-être qui démarre le 2 et 3 décembre, qui aura lieu au lac de la Madeleine. Donc 2 jours voilà, d'immersion dans le bien-être, le théâtre, l'expression et tout le bazar. On sera tous les deux à faire ça. Voilà, on va vous offrir ce moment d'immersion, ça va être sympa. Et puis, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On a un concert le 8, enfin, on a un concert, Fred a un concert piano-voix, voilà, au Casino de la Plage à Arcachon. Donc, il va nous chanter les chansons, voilà, ça va être top. Voilà, 20h, bon, c'est toujours à peu près les mêmes heures, on est toujours 20h, 20h30. Voilà, et puis, il y a, oui, bien sûr, la réunion d'information. Je refais une réunion d'information le 24 novembre, là, c'est bientôt, comme la réunion que j'avais faite le 8 mars. Donc je repars voilà, sur la scène pour expliquer aux gens tous les antennes, qu'est-ce qui s'est passé depuis presque un an maintenant, tout ce qu'on a mis en place, le MAG, le festival, tout ça, et puis voilà, donner à connaître encore cet assaut. Donc si vous avez des gens autour de vous qui ont envie de savoir qu'est-ce que c'est que les antennes, qu'est-ce qu'on fait, tout ça, vous les emmenez, ou vous venez, ou vous les envoyez voilà, le 24 à 20h à la salle des fêtes de Gujan. Voilà, je compte sur les AMZ d'ailleurs, je le dis, je compte sur les AMZ pour venir, parce que voilà, il y aura des petits témoignages comme ça de tout ce qu'on a fait, et ça va être un petit rendez-vous sympa. Voilà. Bon, je vous embrasse tous, merci de votre présence, merci de la qualité de votre présence, et puis à très bientôt voilà, dans la même salle pour une nouvelle conférence, une nouvelle aventure. Merci à vous, les intervenants ce soir, super moment, voilà, c'est bien, ouais, merci. Cool.